Les seuls sons étaient le rugissement assourdissant d'un unique moteur sous tension et le hurlement strident de l'alarme principale de prudence. Je me tenais sur le siège d'appoint du cockpit. Le chaos de la cabine, un bourdonnement distant derrière un mur de concentration pure. Capitaine, dis-je, ma voix d'un calme déconcertant. Je vous demande de maintenir le cap 270 et de déclarer un Mayday. Dites-leur que nous sommes en situation critique et TOPS. Extinction de flammes sur un moteur. Et demandez des vecteurs immédiats vers l'aérodrome adapté le plus proche. Le capitaine, un homme dont le visage portait les marques de décennies d'expérience, se contenta d'acquiescer et d'obtempérer. Il ne me posa pas de questions. Il n'en avait pas le temps. 20 minutes plus tôt. La plus grande menace à mon horizon était ma sœur Chloé. Une femme dont le succès en entreprise était aussi poli que sa manucure. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son téléphone vers le manuel technique sur mes genoux et laissa échapper un petit ricanement. Tu lis toujours tes petits manuels militaires? Eva, c'est tellement mignon. Le fils de 7 ans de mon ami adore jouer à la petite soldate aussi. Je ne pris pas la peine de répondre. J'avais passé une vie entière à écouter ces rejets désinvoltes. Chacun une petite coupure de papier sur mon âme. C'était juste une entrée de plus dans un long registre silencieux. Le jour où elle avait qualifié mon uniforme de costume, le jour où mes parents avaient oublié la date de mon déploiement parce qu'elle lançait un nouveau produit. Puis le monde s'effaça. L'avion chuta avec une secousse violente qui projeta du café chaud à travers la cabine. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent pendant une seconde terrifiante avant que l'alimentation de secours ne s'active, baignant tout dans une lueur terne et stérile. Un boom profond et grinçant retentit du côté droit de l'appareil, un bruit de métal hurlant en protestation. Une vague de panique se propagea parmi les passagers, comme une contagion. Un halètement collectif suivi d'un murmure croissant de peur, qui devint rapidement une série de cris désespérés. À travers le chaos, la voix du capitaine crépita sur l'interphone. Tendu par un stress que aucune formation ne pouvait masquer, équipage de cabine, y a-t-il un pilote certifié dans la rangée 14 des passagers? Toutes les têtes semblèrent se tourner, et alors je l'entendis, un son plus tranchant et plus choquant que l'explosion du moteur. C'était le rire de Chloé, un aboiement aigu et incrédule d'amusement. « Oh, c'est trop drôle !» murmura-t-elle en se penchant vers moi. « Ils doivent parler de cet homme d'affaires de l'autre côté de l'allée. Ne t'avise pas, Eva. Tu nous embarrasserais tous ?» L'hôtesse de l'air senior se précipita dans l'allée, les yeux écarquillés de peur mais se verrouillant sur les miens avec un espoir désespéré. « Madame, le capitaine a besoin de vous. » Immédiatement, tandis que je détachais ma ceinture, mes mouvements fluides et automatiques, la main de Chloé s'abattit sur mon bras comme un étau. Son visage était un masque d'incrédulité et de colère. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» siffla-t-elle, sa voix basse et furieuse. « Ce n'est pas un de tes jeux de week-end. » Je regardai sa main, puis dans ses yeux, et je ne ressentis rien, juste un calme froid et tranquille. Le jeu était terminé. Elle rit, pensant que c'était une blague. Elle n'avait aucune idée qu'elle se moquait de la seule personne dans cet avion qui avait posé un appareil de transport de 199 437 kilos, sans moteur du tout. Pour comprendre le silence qui s'abattit dans ce cockpit, et le règlement de compte qui suivit, il faut comprendre les deux vies que je menais. C'étaient deux planètes différentes, orbitant autour de la même famille, mais régies par des lois physiques entièrement distinctes. Son monde était en pleine exposition à chaque fête, une performance mise en scène de succès. Je me souviens parfaitement d'un dîner de Noël, l'air chargé du parfum de pain et de la gaieté soigneusement polissée de ma mère. Mon père Robert, un homme qui mesurait la valeur d'une personne au titre sur sa carte de visite, était assis en bout de table. À ses côtés se trouvait ma mère, Helen, une femme qui croyait que l'harmonie familiale était un trésor valant n'importe quel prix. Même la voix de sa fille, Chloé, bien sûr, était la star du spectacle. Elle arriva rayonnante de confiance. Annonçant sa promotion au poste de vice-présidente senior du marketing, elle parla de croissance trimestrielle et de pénétration de marché avec une fluidité qui fit rayonner mes parents. Les cadeaux qu'elle offrit étaient somptueux et coûteux, chacun un témoignage de son succès. Mon père lui tapa sur l'épaule, sa voix tonitruante d'une fierté qu'il réservait seulement pour elle. « C'est ma fille, » dit-il, en train de bâtir un empire. Ils étaient suspendus à ses lèvres, leur visage reflétant son éclat. C'était une pièce bien répétée, et je savais que mon rôle était d'être le public silencieux et reconnaissant. Finalement, le projecteur pivota vers moi,
son faisceau semblant faible et obligatoire. Et toi, Eva, qu'as-tu fait dernièrement? Demanda mon père, déjà tourné vers le chariot à dessert. J'essayais d'expliquer un exercice logistique multinational complexe que je venais de commander, une opération impliquant 3 nations alliées et des millions de dollars d'équipements sensibles. Je parlais des défis, de la fierté envers la performance de mon équipe, mais je vis leurs yeux se voiler. Avant que je puisse finir, mon père m'interrompit d'un geste dédaigneux. C'est bien, ma chérie. Donc, plus de vols dans ces bruyants avions cargo. Alors, ma mère ajouta rapidement son refrain habituel. Nous nous inquiétons juste. Mapuche, Chloé a un chemin de carrière si clair. Nous voulons juste que tu sois en sécurité et, tu sais, installée. Et voilà, dans leur monde, je n'étais pas une major de l'armée de l'air. J'étais juste la petite soldate, jouant éternellement à un jeu qu'ils ne se souciaient pas de comprendre. Mon vrai monde était à des millions de kilomètres de cette salle à manger polie. C'était une salle de briefing stérile et sans fenêtre, à la base aérienne de Bagram. L'air goûtant la poussière et le café rance. Cette pièce n'avait pas de place pour les fictions polies. La seule monnaie ici était la compétence. Et les enjeux se mesuraient en vie. Ici, j'étais la petite soldate. J'étais Valkyrie. Mon commandant était le général Wallace, un homme austère et silencieux, dont le respect était notoirement difficile à gagner, et donc plus précieux que toutes les louanges vides de mon père. Il ne se souciait pas de mon titre professionnel, il se souciait de ma performance quand tout allait mal. Je me souviens de lui debout devant une carte numérique, pointant une ligne rouge déchiquetée serpentant à travers un col de montagne. L'opération Nightfall a été un succès pour une raison, dit-il à l'équipe assemblée d'opérateurs. La Major Rostova. Il traça le trajet de vol sur l'écran. Les renseignements ont omis de signaler le front météo qui arrivait. Visibilité zéro, vent fort et tir ennemi depuis cette crête. Il me regarda directement. La décision en une fraction de seconde de Valkyrie de modifier son vecteur d'approche à travers cette vallée non cartographiée, en volant aux instruments seuls, a permis à son C-17 d'entrer et de sortir. Elle a sauvé 2 de nos hélicoptères et toute l'équipe Delta qu'ils étaient envoyés récupérer. En cet instant, entourée du respect silencieux et profond de mon équipage, je me sentis plus chez moi que je ne l'avais jamais été dans la maison de mes parents. C'était ma famille, une famille forgée dans la crise, pas dans la commodité. Cette dualité flagrante était une constante, une faille que j'avais autrefois essayé de combler. J'appelai ma mère quelques semaines après ce dîner de Noël. Faisant une dernière tentative désespérée pour être vue, j'essayais d'expliquer le poids de mon uniforme, le profond sentiment de devoir qui l'accompagnait, la fierté discrète de servir une cause plus grande qu'un portefeuille d'actions. J'avais besoin qu'elle comprenne que ma vie n'était pas une version inférieure de celle de Chloé. C'était juste différent, important à sa manière. Sa réponse fut le clou final dans le cercueil de mon espoir. « Je sais que tu fais des choses importantes, ma chérie, dit-elle, sa voix imprégnée de ce ton apaisant familier. Mais Chloé est juste si visible. Ses succès sont sur des panneaux publicitaires. Nous ne pouvons pas exactement encadrer un rapport de mission censuré pour nos amis au country club, n'est-ce pas? » Elle gloussa, mais le son était creux. « Et c'est juste d'être heureuse pour ta sœur? Eva, c'est plus facile pour tout le monde comme ça. » Après avoir raccroché, je restais assise en silence, le poids de ces mots s'installant. Ce n'était jamais à propos de ma sécurité ou de mon bonheur. C'était à propos de la commodité de mon histoire. Ma vie était trop compliquée, trop discrète, trop classifiée pour faire une bonne conversation de dîner. Il ne voulait pas une fille. Il voulait un communiqué de presse. Pendant des années, je les laissais avoir leur récit, je les laissais croire que je jouais à un jeu, parce que ma réalité était trop classifiée pour être partagée, mais à 12 192 mètres d'altitude, avec 300 vies en jeu. Le jeu était terminé. Je n'allais pas gagner leur respect avec des mots, j'allais le commander avec des procédures. Tandis que je marchais dans l'allée étroite vers le cockpit, les sons de la panique des passagers, les pleurs, les prières, commencèrent à s'estomper en un rugissement distant et sourd. Les mots dédaigneux et colériques de ma sœur s'évaporèrent de mon esprit. Il n'y avait pas de place pour les drames familiaux, pas d'espace pour les vieilles blessures. Ma formation prit le relais, une vie entière de simulations et de procédures d'urgence, se cristallisant en un flux froid et clair de pensée. C'était une liste mentale que j'avais parcourue 1000 fois, évaluer l'état de l'appareil, établir des rôles clairs pour l'équipage, sécuriser le pont, piloter l'avion, communiquer, c'était tout.
5 étapes pour ramener l'ordre dans un chaos absolu. Au moment où la porte du cockpit s'ouvrit, le hurlement des alarmes me frappa comme une force physique. L'air était chargé de tension, le capitaine et son copilote étaient tous deux pâles, leurs mouvements tendus par le stress. Je ne me présentai pas, ni n'attendis qu'on me demande. Je pointai la lumière rouge clignotante sur le panneau d'instrument principal. « Quel est votre E? G, T ?» demandai-je, ma voix tranchant à travers le bruit. « Avez-vous tiré la poignée de suppression d'incendie pour le moteur 2? Quel est le statut de la vanne de CrossFeed ?» Les questions étaient en rafale. Un audit diagnostique ne laissant aucune place à l'interprétation, ce n'était pas une conversation, c'était une évaluation des dommages. Le capitaine me regarda, puis ses instruments, puis moi à nouveau. Je vis dans ses yeux non du ressentiment, mais une vague de soulagement profond. C'était un bon pilote, mais c'était une panne catastrophique sur un appareil complexe. Et il reconnut dans ma voix quelque chose dont il avait désespérément besoin, la certitude. Il prit une profonde inspiration et acquiesça, renonçant au manteau invisible du commandement sans un mot de protestation. « Elle est à vous, Major, » dit-il, sa voix tendue mais claire. Et juste comme ça, le poids de 300 âmes s'installa sur mes épaules. C'était un poids familier, c'était la raison pour laquelle je portais l'uniforme. Je ne pris pas les commandes moi-même. Pas encore. La panne la plus critique en cas de crise est une défaillance de l'équipe. « Copilote », dis-je en gardant ma voix stable. « Guidez-moi à travers la liste de vérification d'arrêt du moteur. » Verbalement, nous la parcourûmes ensemble étape par étape, confirmant chaque action. Je me tournai ensuite vers le capitaine. La poussée asymétrique nous tire vers tribord. J'ai besoin que vous appliquiez un trim de gouvernail gauche d'environ 12 degrés pour nous stabiliser. Mes commandes étaient l'échafaudage des procédures, construisant une poche de contrôle à l'intérieur de la tempête. Avec la crise mécanique immédiate gérée, le plus grand problème stratégique entra en focus poser cet oiseau blessé au sol. Mon esprit devint une calculatrice, faisant tourner des chiffres sur la consommation de carburant, la distance de planée et la vitesse R par rapport au poids actuel de l'appareil. L'aérodrome adapté le plus proche était un petit aéroport régional, mais je le rejetai presque instantanément. Sa piste la plus longue faisait 2134 mètres, trop courte pour un atterrissage lourd sur un seul moteur. Surtout avec un vent de travers potentiel, ce n'était pas question de descendre vite. C'était question de descendre en sécurité. Ma sœur pensait que ma vie était un jeu de déguisement, mais dans ce cockpit, les règles n'étaient pas émotionnelles. Elles étaient physiques, elles étaient procédurales, et chaque passager dans cet avion venait, à son insu, d'entrer dans mon monde, où mon autorité était absolue. Le cockpit était une île de calme intense et disciplinée, mais je pouvais sentir le chaos de la cabine à travers le métal fin de la porte. Dans l'œil de mon esprit, je voyais tout, les visages striés de larmes, les poings blancs serrés sur les accoudoirs, les prières murmurées. Mais je voyais aussi un changement. Les hôtesses de l'air, qui avaient lutté contre une marée de panique, se déplaçaient maintenant avec un sens renouvelé du but, leurs instructions aux passagers faisant écho aux ordres procéduraux calmes que j'avais relayés via le chef de cabine. Mon commandement s'étendait au-delà du poste de pilotage, une autorité discrète se propageant à travers la foule, et quelque part dans cette foule se trouvait Chloé. Je l'imaginais là, son blazer parfaitement taillé, probablement froissé, son assurance corporative confiante complètement brisée. Pour elle, c'était plus qu'un moment de vie ou de mort, c'était l'effondrement complet de son univers soigneusement construit. Dans son monde, il y avait une hiérarchie rigide, et elle était toujours au sommet, tandis que j'étais quelque part près du bas. Une note de bas de page excentrique, mais à 1292 mètres, son MBA et son titre impressionnant étaient inutiles. Elle n'était qu'une passagère de plus, et son sort reposait entièrement entre les mains de la petite soldate qu'elle aimait ridiculiser. C'est alors que je pris la décision de parler. Ce n'était pas juste pour les 300 âmes terrifiées qui méritaient de savoir ce qui se passait. C'était pour elles, c'était le règlement de compte public. Celui que je n'avais jamais demandé, mais que j'étais maintenant obligée de livrer. Il n'y aurait pas de confrontation émotionnelle, pas d'argument larmoyant. Il n'y aurait qu'une correction irréfutable du dossier, délivrée avec tout le poids de la situation, dans un endroit où mes références étaient la seule chose qui comptait. Je pris le microphone de l'annonce publique, le plastique frais contre ma paume. Le clic fort quand j'appuyais sur le bouton sembla résonner dans le silence concentré du cockpit. Quand je parlais, ma voix n'était pas la mienne, ou du moins, pas celle que ma famille connaissait.
C'était celle de la Major Rostova, une voix affinée dans la crise, dépouillée de toutes émotions sauf un contrôle absolu. Mesdames et messieurs, ici la Major Eva Rostova depuis le poste de pilotage. Commençai-je, laissant le grade et le nom planer dans l'air un moment. Je pouvais presque sentir les mots atterrir dans la cabine, faisant taire les prières et les pleurs. Nous avons subi une panne sur notre moteur numéro 2. Elle a été contenue, continuai-je. Mon ton délibéré et clinique. Je suis une pilote en service actif de l'armée de l'air des États-Unis avec plus de 4000 heures sur des appareils lourds. Nous nous dérivons vers l'aéroport international Halifax-Stanfield. L'équipage en cabine vous prépare pour un atterrissage d'urgence de précaution. Veuillez les écouter attentivement. Nous serons au sol dans environ 15 minutes. Je relâchai le bouton. Le message était délivré. La vérité était sortie. J'imaginais Chloé entendant mon nom, mon grade, mes qualifications, chaque mot une autre brique dans le mur d'une réalité qu'elle ne pouvait plus nier. Les 15 dernières minutes furent un cours magistral de concentration. Chaque action dans le cockpit était précise. Une danse de procédure pratiquée. Capitaine, surveiller les communications. Copilote, annoncer la vitesse air. Commandai-je. Mes propres mains se déplacèrent sur les commandes, mes pieds sur les pédales de gouvernail. Se préparant pour la phase finale difficile du vol, depuis le siège d'appoint, je fis moi-même les annonces calmement. Train d'atterrissage sorti. 3 verres. Le lourd claquement du train d'atterrissage se verrouillant en place était un son d'engagement. Volets. 30. Nous étions configurés. Composante de vent de travers de 12 nœuds depuis la droite. La variable finale était entre mes mains. Dans la cabine, Chloé devait sentir le monde basculer, l'appareil descendant, avec le silence terrifiant d'un seul moteur fonctionnant. Toute sa vie, elle avait été en contrôle, l'architecte de son propre succès. Maintenant, elle était une passagère impuissante, serrant un accoudoir, se préparant à un impact qu'elle devait penser inévitable. Toute la philosophie de sa vie, que le pouvoir était une question de statut et de visibilité, était prouvée fausse de la manière la plus brutale imaginable. Le vrai pouvoir, apprenait-elle, était une compétence discrète face à l'annihilation. Les lumières de la piste grandirent dans le pare-brise. Je fis terrer le gouvernail, dansant avec le vent de travers, tenant le nez un peu plus haut une fraction de seconde de plus. Puis, contact. Pas un crash, pas même un choc brutal. C'était un toucher ferme et définitif, les pneus agrippant l'asphalte avec un crissement contrôlé, qui était le son d'un atterrissage d'urgence parfaitement exécuté, le son de la survie. C'était la manifestation physique de 1000 heures d'entraînement, le mot final, irréfutable, dans un argument que je n'avais jamais eu à prononcer. Tandis que nous roulions vers la porte, la voix du capitaine revint sur l'annonce publique. Et cette fois, elle était épaisse d'émotion. « Mesdames et messieurs, je veux que vous sachiez que la personne qui vient de sauver toutes nos vies est la Major Eva Rostova de l'armée de l'air des États-Unis. Elle était une passagère comme vous. » La cabine explosa. Ce n'était pas juste des applaudissements, c'était un rugissement de gratitude, de soulagement pur et non adultéré. Quand la porte principale s'ouvrit enfin et que je sortis du cockpit, je fus accueilli par une mère de visage souriant, strié de larmes. Et de l'autre côté, je la vis, Chloé. Elle était figée sur son siège, complètement seule, regardant une foule d'étrangers embrasser sa sœur comme une héroïne. Ma sœur avait passé toute notre vie à rire de mon uniforme. À la fin, il fallut 15 minutes dans un tube métallique à 12 092 mètres pour qu'elle comprenne enfin ce que cela signifiait de le porter. L'après-coup sur le tarmac était un monde de chaos contrôlé, une symphonie de lumières rouges et bleues clignotantes contre le ciel d'avant l'aube. J'étais entourée de professionnels, de pompiers en lourds manteaux, d'enquêteurs solennels du NTSB avec des porte-blocs, et de l'équipage de vol, dont les visages étaient un mélange d'épuisement et d'adrénaline. L'air bourdonnait d'un langage partagé et non dit de procédure et de but. C'était mon monde, celui que j'avais toujours gardé séparé. Maintenant, il avait violemment intersecté avec celui de ma famille, et la collision n'en avait laissé qu'un debout. Je pouvais entendre le capitaine donner sa déclaration formelle à proximité, sa voix stable tandis qu'il parlait à un officiel. Les compétences de la Major Rostova, son calme incroyable. Elle a pris le commandement, et il n'y avait pas de question. Ce n'était pas une louange, c'était un témoignage, un compte-rendu factuel de mérite. Aussi solide et réel que la piste sous mes pieds. À travers un espace entre les véhicules d'urgence, je la vis, Chloé se tenait derrière la vitre du terminal,
une figure solitaire dans la foule des passagers débarquant, sous les lumières fluorescentes dures. Elle semblait petite, son tailleur de designer paraissant comme un costume creux. Pour la première fois de ma vie, c'était elle qui était à l'extérieur regardant à l'intérieur. Invisible. Son visage était une toile de choc, de honte et d'une compréhension naissante et horrifiée. Elle fit un pas hésitant en avant, comme pour m'approcher, pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais avant qu'elle ne puisse, un homme en coupe-vent avec des accréditations NTSB toucha mon bras. Major Rostova, nous avons besoin de votre déclaration officielle pour le débriefing. Je soutins le regard de ma sœur un dernier moment, un regard non de triomphe, mais de finalité discrète et infranchissable. Puis, je tournai le dos et m'éloignai avec les officiels. Il n'y avait plus rien à dire. 6 mois plus tard, le souvenir du tarmac s'était estompé en un écho distant. Ma vie avait changé. Je ne volais plus seulement des missions dans les coins discrets et classifiés du monde. Mon nouveau foyer était l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis, ces bâtiments gothiques en pierre imprégnés d'une histoire de devoirs et de sacrifices. Je me tenais à un podium dans une vaste salle de conférence, regardant une mer de centaines de jeunes cadets, leurs visages impatients et concentrés, leurs uniformes bleus un symbole d'une promesse qu'ils avaient encore à accomplir. La plaque nominative polie en bois sur le podium indiquait lieutenant-colonel Eva Rostova. La promotion était venue discrètement, résultat non d'un événement unique, mais d'une carrière bâtie sur la compétence. Ma conférence était une étude de cas déclassifiés de l'incident, non une histoire d'héroïsme, mais une leçon sur les procédures, le travail d'équipe et l'anatomie de la grâce sous pression. Cela, réalisai-je, était la vraie nature d'un Legs. Ce n'était pas quelque chose qu'on héritait ou qu'on achetait. C'était quelque chose qu'on construisait pièce par pièce, puis qu'on transmettait à ceux qui suivaient. Après la conférence, ils n'applaudirent pas seulement. Ils entourèrent la scène. Ces jeunes hommes et femmes étaient l'avenir de mon monde, et leurs questions étaient tranchantes, techniques et brillantes. Ils ne voulaient pas d'autographe, ils voulaient du savoir. Ils demandèrent sur la compensation de gouvernail pendant une poussée asymétrique, sur mes calculs de gestion de carburant, sur les techniques spécifiques de gestion des ressources d'équipage que j'avais employées. Ils me voyaient non comme une héroïne des nouvelles, mais comme une commandante, une instructrice, une source d'informations vitales qui pourrait un jour sauver leur propre vie. En regardant leur visage, unis par un code partagé d'excellence, je ressentis un sentiment d'appartenance que j'avais poursuivi toute ma vie. C'était ma famille, une tribu liée non par le sang, mais par le devoir. Plus tard cette semaine-là, j'étais dans mon nouveau bureau, examinant des plans de vol pour une sortie d'entraînement. Quand mon téléphone vibra, c'était un message texte, un long bloc de texte décousu de Chloé. Il était rempli de justifications, d'explications, et enfin, d'une excuse brute et maladroite que je pensais autrefois avoir besoin d'entendre. Je n'ai jamais compris, j'étais si enveloppée dans mon propre monde, et je ne pouvais pas te voir. Je suis tellement désolée. Effa, j'avais tellement tort. Je lus les mots, puis je les relus, attendant la vague de vindication, le sentiment de victoire, mais elle ne vint jamais. La femme que j'étais 6 mois plus tôt aurait peut-être pleuré. La femme que j'étais maintenant ne ressentait qu'une distance profonde et paisible. Son excuse n'était pas pour moi, elle était pour elle. Sa paix était maintenant son propre voyage. La mienne était déjà assurée. Je tapais une réponse simple. Merci. Puis j'archivais la conversation, posais le téléphone et tournais toute mon attention vers les plans de vol sur mon bureau. Ma sœur pensait que mon travail était juste un jeu de petite soldate. J'ai appris que quand on maîtrise vraiment le jeu, on n'a pas besoin des applaudissements de quiconque pour savoir qu'on a gagné. Si on a déjà vu sa passion rejetée comme un jeu, dites-nous dans les commentaires comment vous avez finalement prouvé qu'ils avaient tort. Ici, vos compétences sont toujours essentielles à la mission.